Céline est une étudiante française qui rend visite à sa grand-mère à Bucarest. Jesse est un Américain qui traverse l'Europe. Ils se rencontrent dans un train et décident de passer la nuit ensemble à Vienne. Tout est simple et léger. Entre eux, c'est une évidence. Dans Before Sunrise, on croit qu'une histoire est possible juste parce que deux personnes se sont trouvées au bon moment. Émilie débarque à Marseille sur un coup de tête car elle veut quitter Paris, changer d'air et se réinventer. Quand elle rencontre Antoine, elle entame une belle histoire. Entre eux, c'est nouveau, c'est facile. Mais c'est en se lançant ensemble dans une nouvelle aventure que tout va vaciller. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Alicia Gaoua. J'ai 28 ans, je suis à Paris. Je travaille en tant que prof d'anglais à mon propre compte, en ligne. Donc c'est assez cool, j'ai un peu de liberté. Et à côté, je suis également créatrice de contenu. Donc je fais des vidéos sur les réseaux où j'enseigne également l'anglais, je fais des lives. Et on va dire que j'aime bien ce que je fais, ça me permet de vivre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à me retrouver dans cette ville. Et j'ai un peu l'impression qu'à Paris, je suis pas à ma place. Tout va tellement vite et que je me retrouve pas au final. De fil en aiguille, je me retrouve à commencer à donner des cours en ligne, chez moi. Et ce qui fait que j'ai ce statut de digital nomade qui me permet de donner des cours n'importe où dans le monde, à l'heure que je veux. Donc je peux me réveiller autant à 11h, je peux annuler un cours de dernière minute, je peux travailler vraiment quand je veux. On est fin 2023, décembre approche, et comme chaque fin d'année, je décide de partir à l'étranger parce que j'aime bien commencer ma nouvelle année ailleurs. J'ai déjà fêté le Nouvel An en Turquie, à Istanbul. J'ai aussi fêté 2 fois le Nouvel An à Dakar avec 2 amis. Et cette année, je décide d'aller en Italie. Je suis jamais allée en Italie. Avec une amie à moi, on avait prévu d'aller à Milan. On a tout organisé, on a organisé le Airbnb, j'ai déjà un ami à Milan qui m'attend, on a organisé les billets, donc tout était vraiment prêt. Sauf que, malheureusement, je suis connue comme étant une personne assez maladroite et qui a tendance à beaucoup oublier les choses. Et la veille de mon départ, je me rends compte que je n'ai pas mon passeport. Je cherche partout, je fouille partout chez moi, je pose des questions à tout le monde. Personne n'a vu mon passeport, donc malheureusement, au bout d'un moment, je me rends compte que je ne peux pas aller à Milan. Donc, je dis à mon amie de ne pas annuler son voyage pour moi. Tout est payé, tout est réglé. Qu'elle aille à Milan, qu'elle profite. Par contre, moi, je refuse de passer le Nouvel An à Paris. Certes, je ne peux pas changer de pays, mais je ne vais pas rester à Paris. Donc, je me dis, quelle est la ville en France qui est complètement l'opposé de Paris où je pourrais fêter le Nouvel An? Eh bien, il n'y a qu'une ville qui me vient en tête, c'est Marseille. Et c'est comme ça que je finis par prendre un train sans retour, un hôtel pour aller à Marseille. Je connais une personne des réseaux, ce qui fait que je finis par quand même passer une nuit dans cet hôtel et je finis le lendemain par aller chez mon amie. Elle me présente surtout la nightlife, parce qu'elle est DJ, elle travaille au Courju, elle connaît beaucoup de gens là-bas. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je me dis, je veux juste profiter de cette ville un maximum. Je veux voir tout ce qu'elle a à offrir, je veux voir ce qui est différent de Paris, que ce soit la plage, les gens, la nourriture, la musique, voir ce que Marseille avait à m'offrir. Puisque mon amie est DJ et qu'elle travaille la nuit, malheureusement, la journée, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je suis une aventureuse, j'aime observer, j'aime regarder, j'aime traîner, sans forcément avoir de but. Et je décide de visiter Marseille par moi-même. Et je sais qu'il y a ce trajet que je regarde sur la map qui est un trajet tout au long de la mer. Je prends un bus sur la corniche Kennedy et du coup c'est une super vue, le soleil vient se coucher, le ciel est rose. On est en décembre, il fait plus froid que d'ordinaire, mais ça n'empêche rien que je suis quand même subjuguée par la vue. Et j'arrive en face d'un monument aux morts, avec la vue derrière, le soleil qui se couche. Et là, je me sens vraiment à ma place. Tout est bien. C'est pas comme à Paris où je sens qu'il y a quelque chose qui manque malgré le fait que professionnellement, je sois bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau départ que j'ai en face de moi et je me rends compte que Marseille, c'est peut-être pas juste un voyage, c'est peut-être ce que je cherchais et c'est peut-être ce qui m'attendait au final. Et je sens
je prends la décision de déménager à Marseille. Vu que mon amie, elle travaille dans le monde de la nuit, la journée, elle est plutôt en train de dormir, je me disais, bon, il va falloir que je trouve des Marseillais pour me faire visiter leur ville. Donc je décide de télécharger des applications de rencontre où je stipule sur mon profil que je suis de passage et que je cherche un guide ou une guide pour me montrer la ville. Je tombe sur un jeune homme qui habite à Aubagne, donc pas très loin de Marseille, avec qui je sors un soir. On va manger dans un steakhouse, dans un petit village, et du coup je décide de réitérer l'expérience à nouveau. On est en janvier, je match avec un profil, il s'appelle Antoine, il a 29 ans, et je regarde son profil, il a l'air plutôt mignon, il est brun, ténébreux, c'est un peu un artiste, mais il est également cordiste. C'est des gens qui sont un peu accrochés à tout, qui rénovent les choses, les bâtiments. Très rapidement, du coup, on se parle, on décide de se voir et il m'emmène à un bar à jeux, au Courjus, et on mange, on s'amuse, on rigole. On partage des points communs, des différences entre les rires et les discussions. Je lui explique que j'ai une envie de déménager à Marseille. Je me sens bien ici. J'ai cette impression que cette ville m'appelle et qu'elle m'offre quelque chose que Paris ne m'offre pas, on va dire. Et quand il entend ça, il est pas convaincu plus que ça. Il me dit oui, c'est cool, tu m'envoies un message si tu emménages. Comme si on lui avait déjà sorti cette carte de ouais, je vais venir à Marseille, je vais habiter à Marseille, sans que ça se concrétise. Le date se passe bien, il est mignon, il est intéressant, et surtout, il est de gauche. Et ça, c'est des points communs qui font que je me dis que ce sera sûrement pas la dernière fois qu'on va se voir. Et à ce stade, je suis pas forcément, on va dire, attirée physiquement par lui, je n'ai pas cette vision où on va être un couple, on va être ensemble. Je me dis, tu envisages de déménager à Marseille, tu t'es déjà fait un contact qui semble être quelqu'un d'intéressant, qui partage tes convictions, tes valeurs, et avec qui tu arrives à parler facilement. C'est un excellent contact à garder pour commencer ma nouvelle vie à Marseille. De retour à Paris, la seule chose que j'ai en tête, c'est de trouver quelque chose à Marseille. Et du coup, je suis déterminée, je regarde sur les sites, je regarde sur les différentes annonces et je trouve un groupe Facebook qui parle de sous-loc. Donc, je trouve une annonce pour 2 mois. J'envoie un message, 1 heure après, on est au téléphone. 2 heures après, je lui ai envoyé son paiement. Ça y est. Et je pense à Antoine. Antoine qui est le seul contact en quelque sorte que j'ai à Marseille qui pourra récupérer la clé. Je lui envoie un message. Antoine, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais aller récupérer la clé chez le propriétaire? Je vais déménager à Marseille. Et il me dit, c'est à 100 minutes de chez moi. Et là, je me dis, les étoiles s'alignent. C'est un signe qu'on va se revoir et qu'on va être amis. C'est un peu la seule personne que je connais à Marseille. Donc, je commence à passer quand même beaucoup de temps avec lui. C'est-à-dire que je l'invite à dîner, je fais à manger, on sort boire des coups, manger un peu, on rigole, on regarde la télé à la maison. Et tout ce temps qu'on passe ensemble, c'est assez platonique. Il devient un ami. Au bout de 2 semaines à se fréquenter, à se voir, il m'embrasse. Et je ne l'avais pas vraiment vu venir parce que pour moi, on était quand même assez platonique. Mais le fait de m'avoir embrassé, ça change un peu toute ma vision de la relation qu'on a. Et je me rends compte que ça me plaît. Ça fait maintenant 5 mois qu'Antoine et moi on se fréquente. On se voit souvent, il me présente à ses amis et tout va bien. On fait beaucoup de sorties ensemble, on va voir des expos, on mange ensemble, on se parle souvent. Mais c'est toujours pas mon petit ami. C'est toujours pas mon petit ami parce qu'on n'a pas eu la conversation, on n'a pas eu cette discussion. Et pour moi, tant qu'on n'a pas la discussion, il n'y a pas de statut. Un jour, il me présente à ses amis. Ils sont une dizaine, une quinzaine. Et on me dit « Ah, c'est toi la copine d'Antoine qui refuse qu'il se coupe les cheveux ?» Mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'est l'emploi du terme « petite amie ». Il m'a jamais demandé d'être sa petite amie, on n'a jamais
C'était pas le sujet de discussion. Et du coup, j'ai gardé ça pour moi. Antoine est cordiste et pour son métier, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités de travail à Marseille. Du coup, il décide d'investir dans un van. Un van qu'il décide de rénover. Enfin, l'idée lui vient de faire un road trip. En tant que parisienne, pour moi, le road trip, c'est la fenêtre baissée, les cheveux au vent, la musique à fond, se reconnecter avec la nature. J'avais vraiment ce cliché où on allait vivre, se baigner dans des rivières et j'étais complètement dedans. Et du coup, il y a cette idée qui émerge. D'abord, c'est juste une idée, mais ça commence petit à petit, au fur et à mesure des jours, à se concrétiser. Il me dit, on pourrait aller en Ardèche. Ouais. 2 semaines avant notre départ, il me dit qu'il va aller en Italie avec des amis à lui. Donc, c'est un tagueur. Et il me dit qu'il va aller taguer des trains, des endroits un peu abandonnés. 2 jours avant son départ pour l'Italie, je suis chez lui. Je lui propose de regarder un film. Je lui demande ce qu'il veut regarder. Il me dit « Oh, tu peux mettre ce que tu veux, je m'en fiche ». Et du coup, je décide de mettre comme ça au pif Hunger Games. Et je sens qu'au bout d'un moment, on est peut-être 10-15 minutes dans le film, je sens qu'il commence un peu à se frustrer, genre un peu à être énervé. Et je lui dis « Mais oh, tu veux qu'on regarde quelque chose d'autre ?» Et il commence à me dire qu'il s'endort parce que je mets un film de merde. Mais je lui dis « Mais je comprends pas, Antoine, je t'ai demandé ce que tu voulais regarder. » On commence à se disputer parce que moi, je comprends pas pourquoi il est énervé. Et lui commence à s'énerver parce qu'il est fatigué et qu'il est en train de s'endormir. Du coup, s'il s'endort, maintenant, on ne pourra pas coucher ensemble. Moi, ce qui me vexe beaucoup dans cette situation, qui est une situation anodine, on s'est tous déjà disputés pour ça, c'est juste la manière dont il s'exprime et les propos qu'il tient. Le fait de un peu, limite, me jeter la faute sur moi, sur sa fatigue et du coup sa frustration. Sur le coup, ça m'énerve. Et clairement, même si on est dans le lit, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je suis de mon côté, il est de son côté, et il commence à essayer de me caresser. Je lui dis ne me touche pas, et il retire directement sa main. Et on s'endort. Et je me sens pas bien, et le fait d'être dans un lit avec lui, où lui, il dort paisiblement, alors que moi, à côté, je me sens comme une merde, je décide de partir. Je prends mes affaires, je ne lui dis rien, je me lève, je pars en claquant la porte et je décide de plus lui parler. Le lendemain, il m'envoie une photo parce que je suis partie en trombe et j'ai oublié mes lunettes. Sauf que moi, je suis toujours énervée. Du coup, je ne lui réponds pas. Je décide de complètement arrêter de lui répondre pendant quelques jours. Et c'est le jour de son départ. Malgré le fait que j'étais énervée par rapport à ce qui s'était passé, c'était la première dispute qu'on avait. Et du coup, j'ai eu le temps de redescendre, de me remettre en question. Et je me suis dit, écoute, c'est pas la fin du monde, il y a pire. C'est la fin de la honeymoon, c'est normal d'avoir des petites frictions comme ça dans une relation. Donc je décide d'être mature et de lui envoyer un message avant son départ, où je lui explique que, écoute, j'espère que tu vas passer un bon voyage en Italie. Et que j'aimerais éventuellement qu'une fois qu'il revienne, qu'on puisse parler quand même de ce qui s'était passé et que je puisse lui exprimer là où moi je pensais qu'il avait mal agi. Pendant son absence, je me remets beaucoup en question parce que je sais que je suis pas une fille particulièrement facile à vivre, j'ai mon caractère. Du coup, je me dis que dans cette relation que je suis en train de construire en quelque sorte avec lui, je veux faire les choses bien. On n'avait encore jamais eu de dispute. Je veux qu'on communique. On va régler les choses correctement. Et du coup, on s'envoie des messages normaux. Tout est normal, mais je suis quand même dans l'optique où une discussion doit avoir lieu. Peu importe si tout va bien, tout est bien, tout est cool, on est de retour à nos bases, on va quand même avoir une discussion. Il rentre des vacances et je suis super contente parce que j'ai prévu une soirée skincare. Il y aura de la musique, à manger, de la skincare, de quoi regarder un bon film. Tout est parfait. Et on aura notre fameuse discussion. Sauf que monsieur sort avec ses amis. Il va boire avec ses amis. Il est loin. Et il m'explique qu'il est bourré et qu'il peut pas venir. Donc moi, froide, je lui fais comprendre, ok. Ce qui fait qu'il me dit qu'il va quand même venir, même s'il est un peu pompette. Donc il finit par débarquer et on passe du coup une bonne soirée, on fait ma petite skincare et on finit par parler.
On finit par parler et je lui explique que, écoute, Antoine, je comprends qu'on ne soit pas d'accord sur tout et que dans le futur, on va sûrement se disputer. Hein, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y a une manière de dire les choses. Et moi, je peux tout entendre, je peux tout comprendre tant que tu me parles avec du respect, tant que le respect est mutuel. C'est-à-dire ne pas hausser la voix, ne pas dire des choses comme t'es chiante, c'est chiant, etc., tu fais chier. À la fin de cette conversation, je suis pas complètement satisfaite. J'ai pu exprimer ce que je ressentais, j'ai pu faire comprendre mes différents points, du moins j'espère, mais j'ai l'impression que de son côté, il y a encore cette petite résistance, ce petit côté où clairement, il pense pas avoir fait quelque chose de mal. Bon, encore une fois, c'est pas dramatique comme dispute. Juste, pour moi, ce qui est important, que ce soit dans des relations romantiques ou platoniques, c'est juste du respect. Deux jours après, c'est le grand jour. J'ai à peine dormi de la nuit. Je suis prête à découvrir l'Ardèche. J'ai mon sac Basic Fit, j'ai ma petite valise, j'ai mon coussin, j'ai même prévu de vlogger. Je suis super, super excitée et il m'attend en bas. Je dévale les escaliers. J'ai rarement été aussi excitée de ma vie. Et une fois sur la route, les premières remarques commencent. Ça commence sur le fait que je vlogue. J'avais prévenu Antoine. Je lui avais demandé si ça ne le dérangeait pas que je vlogue. Il m'avait dit que ça ne le dérangeait pas, qu'il n'y avait pas de problème, tant qu'il apparaissait pas dans le vlog. Sauf que, à partir de là, il y a des petits commentaires sur le fait que je sors mon téléphone un peu trop souvent. Puis ça commence avec la musique. Quand tu es dans sa voiture, tu écoutes sa musique. De base, ça me dérange pas, sauf qu'au bout d'un certain temps, quand le trajet se fait long, l'ambiance dans la voiture commence un peu à être pesante. Parce que je pensais qu'on allait être dans un autre vibe, on est loin de la maison, on va dormir à la belle étoile. Sauf que parce que j'avais de son côté beaucoup de remarques, ce genre de choses, je commençais à me dire « Ah, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer là, j'aime pas trop. » Puisque je ne peux pas vloguer et je ne peux pas écouter de la musique, je suis sur TikTok. Sauf que quand je défile, monsieur est perturbé par le son. Et là, il commence clairement à me dire tu commences à me faire chier avec les TikTok, tes vidéos, etc. Et en fait, là, je me rends compte que tout ce que je vais faire va être critiqué. Et du coup, là, je m'énerve. C'est bon, je peux plus rien faire, c'est ça, je peux plus rien faire. Il s'énerve sur ma réaction. Dans la voiture, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus rien, je suis plus sur mon téléphone, je ne fais rien, et moi, je me referme. Sauf que lui, ça lui plaît pas forcément, ce côté-là. Le premier soir, on va au restaurant. Un restaurant de bikers, plutôt calme. Bon. Et une fois dans le restaurant, on se pose la question, où est-ce qu'on dort ce soir ? Antoine, il insistait sur trouver un endroit précis. Il était déjà allé en Ardèche avec des amis à lui, et il avait trouvé ce spot à côté d'une rivière, en dessous d'un pont, idéal pour dormir. Sauf que le problème, c'est que monsieur n'arrivait pas à trouver l'endroit. Et moi, à côté, qui voulais être utile, je cherchais des endroits. Pour moi, c'était pas obligé d'être le même endroit. Tant que c'est quelque chose sous les étoiles, moi, ça me convient. Et je trouve un bon site de personnes qui ont bien documenté leur road trip en Ardèche, qui parlent de 2 points. Et moi, je lui dis, Antoine, j'ai trouvé cet endroit, il a l'air plutôt cool, il y a des photos et tout. Et là, c'est de son côté, c'est comme si, peu importe ce que je proposais, c'était pas assez. Ce qui fait qu'il m'a directement shut down. Je finis par insister, il regarde, il n'a pas l'air convaincu plus que ça, et je lui lance comme petite pique, est-ce que c'est parce que je suis une femme que tu penses que ce que je propose sera jamais assez bien ? Dès lors que j'ai fait cette pique, il l'a pris très sérieusement, et on a commencé à se disputer dans le restaurant. Il commence à me dire, non mais je suis pas misogyne, etc. Je veux juste trouver l'endroit. Et moi, je commence à m'énerver, mais j'ai trouvé un endroit. On peut tester cet endroit. On peut trouver ton endroit demain. Il commence à se faire tard. On ne sait pas où on va dormir. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va chercher un endroit où dormir maintenant ? On est dans un restaurant. On commence à attirer les regards autour de nous. La dispute commence à s'envenimer. Et il se casse. Et là, je regarde autour de moi et je me dis, attends, il s'est cassé ? Bon. Ok, je prends un peu de temps pour moi,
Je respire, je me dis, mais première question, je sais même pas où je suis. Je me lève, je vais régler. On me dit, ah non, la personne a déjà réglé. J'y vais, et là je respire, parce que je le vois. Il y a son van, quand même je respire, je me dis, ok, pendant une seconde là, je pense qu'il m'a abandonné. Mais je suis quand même hors de moi. Parce que pour moi, à partir du moment où tu te lèves et tu pars, en sachant que je suis dans un endroit que je ne connais pas, déjà là, je me suis dit, oh, là, ce qui s'est passé sur le coup, au moment où il s'est levé et qu'il a quitté le restaurant, j'ai dit, c'est terminé. Il est parti parce qu'on a eu une petite dispute. Je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne personne, cette personne, au final. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler dans ce voyage qui font qu'au final, j'ai l'impression que, j'ai pas le choix que de subir. Je le rejoins dans le camion et moi, je suis fermée. Je ne parle pas. Il essaie de me parler, je lui offre des réponses monosyllabiques et au final, monsieur décide d'aller dans l'endroit que j'ai proposé. On arrive là-bas, c'est un super spot. Moi, je suis émerveillée par les étoiles. Ça y est, j'ai vu les étoiles, je suis contente. Hein. On finit par un peu parler. Sur le coup, je ne confronte pas directement, mais dans un coin de ma tête, je me dis, écoute, on va faire ce road trip, mais quand tu retournes à Marseille, il y a des décisions qui vont être prises. Et peut-être que cette relation que tu es en train de voir sous un nouveau jour, c'est peut-être pas forcément une bonne relation pour toi. On m'a souvent dit, une personne, tu ne la connais réellement que quand tu commences à vivre avec ou à voyager avec. Et je me suis dit, en 24 heures, j'ai vu bien assez, beaucoup trop. J'ai dit, écoute, tu vas prendre sur toi. Même s'il dit quoi que ce soit, tu la fermes, jusqu'à Marseille. On reprend la route le lendemain, et chaque fois que je propose quelque chose, ou déjeuner, des activités à faire, des endroits à visiter, c'est jamais bon. Il va à chaque fois critiquer ce que je propose. Donc au bout d'un moment, j'arrête de proposer. Et je ferme ma bouche et je l'écoute. Et c'est tout. Après une énième dispute, on décide de prendre un Airbnb. Je suis exténuée, je veux plus dormir dans le van. Et une fois arrivée au Airbnb, je veux juste ne plus être avec lui. Du coup, il va se doucher. Moi, je commence à cuisiner et je mets mes écouteurs. Monsieur sort de la douche, s'habille, me voit avec mes écouteurs en train de cuisiner, s'énerve. Je sens un peu marmonner, il marmonne dans sa barbe, mais moi je suis en mode je veux pas t'écouter là actuellement, je veux juste être avec moi, mes pensées, c'est tout. Et là, clairement, l'ambiance, elle est horrible. Je fais plus d'efforts, lui de son côté, il est énervé et ça explose. Il me dit que depuis le début, je fous rien, que je suis que sur mon téléphone, que je fais que me faire mes vlogs, que lui doit tout faire, tout trouver. Et quand je lui dis, mais Antoine, tu te rends pas compte que depuis le début, chaque fois que je propose quelque chose, constamment, tu me fais comprendre que c'est de la merde ce que je dis. Regarde comment je suis ces derniers temps. Tu remarques pas que je parle plus, que je fais plus rien? Tu me vides de mon énergie. Je ne veux plus rien faire parce que, à ce stade-là, j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe ce que je fais, je vais subir ta frustration, ta colère. Il commence à hausser le ton. Il commence à remettre la faute sur le fait que je sois créatrice de contenu. Tout ce que je m'étais dit, que j'allais prendre sur moi, ça explose. Là, je me dis, il est hors de question que je laisse cette personne me parler comme ça. Ce qui fait que moi aussi, je commence à exploser. Si j'avais su qu'il allait se comporter comme ça, que j'allais voir ce visage de lui, ce visage aussi négatif que j'avais jamais vu. Jusque-là, il n'y avait aucun red flag. Je serais jamais venue. Et que dans tous les cas, à partir du moment où il m'avait abandonné dans le restaurant, j'avais pris la décision que cette relation, c'était fini. Et ça l'a fait briller. Et là, le mec rassemble toutes ses affaires. Et là, en fait, je me rends compte qu'il a vraiment pris toutes ses affaires. Il n'y a plus rien. 30 minutes passent, et là, en fait, je me rends compte qu'il ne revient pas. Et là, en fait, je me rends compte qu'il m'a abandonné. On est dans une commune avec 2000 habitants qui n'a pas de gare. Un dimanche, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Et le Airbnb, je dois le quitter le lendemain à 10h.
On est à plus de 300 kilomètres de chez moi, c'est pas possible. Et là, je lui envoie un message. Et ce message, c'était un message de test en quelque sorte. Je lui dis, écoute, il y a mes affaires dans ton van, ma coloc viendra les récupérer et je te remercie de m'avoir abandonné. Et il me dit, je suis pas partie, je vais ramener tes affaires devant la porte. Je descends, j'ouvre, le mec a laissé mon coussin, mes lentilles, serviettes, mes affaires, à même le sol, et il s'est cassé. Et quand je me suis rendu compte que j'étais seule et qu'il m'avait abandonnée, j'ai pas dormi toute la nuit, je me suis jamais autant sentie vulnérable. C'est vraiment le fait qu'il soit vraiment parti sans un regret. Et qu'au final, il m'envoie un message en me disant « Désolé de ne pas avoir été le taxi-vlog de tes rêves, mais au moins, tu pourras en faire une bonne story time. Tu pourras parler de l'histoire de ce narcissique qui t'a emmené en road trip et qui t'a abandonné. » Au final, le lendemain, les seuls Blablacar que je trouve, faut savoir que c'est pas des Blablacar à proximité. C'est toujours les villages ou les villes aux alentours. Donc moi, je savais même pas comment j'allais aller dans ces endroits-là. Et au final, je suis tellement désespérée que la dernière solution, j'envoie un message à un Blablacar et je lui explique ce qui se passe. Je lui dis, écoutez, on m'a abandonnée. Je sais pas où je suis complètement seule, j'ai des affaires, il me reste pas beaucoup d'argent, mais je peux bien vous faire le plein. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, venez me chercher. Et ce mec, qui est un jeune de peut-être 22 piges, qui est venu me chercher jusqu'à devant l'Airbnb, qui me prend et qui m'emmène jusqu'à Marseille. Et sur la route, on discute et je lui explique ma situation. Il me dit, mais je comprends pas. La moindre des choses, ça aurait été de te déposer là où il t'a récupéré. Pourquoi t'as abandonné comme ça? Je me sens énervée, fatiguée, frustrée, triste. Il y a tellement d'émotions qui défilent et au final, le sentiment principal, c'est la colère. Je suis en colère. Je lui explique que je vais me venger. Quand je suis de retour à Marseille, il y a toujours cette idée de vengeance. Comment est-ce que je peux me venger? Peut-être crever ses pneus. J'ai appris que si on crevait 3 pneus au lieu de 4, l'assurance ne paie pas. Et je me dis, ah non, ça ce serait trop cramé. Et je pense à son message. C'est vraiment son message qui me revient en tête. Désolé de ne pas avoir été ton taxi-vlog. Bah tu sais quoi? Tu m'as donné un moyen de me venger. Et je me souviens qu'il y avait quelques mois, Antoine et moi, on marchait dans le Courjus et il y avait une affiche qui avait attiré mon attention. Une affiche où il y avait marqué en gros, en gras, trompeur, avec une photo d'un mec et un filtre chien Snapchat où ils expliquaient que ce mec était un gros trompeur, qu'il avait trompé plusieurs femmes, qu'ils avaient mis son numéro de téléphone. Et je me souviens que sur le coup, Antoine, il avait beaucoup rigolé aussi. On avait rigolé. Ben, cette affiche m'est revenue en tête. Du coup, je décide de refaire les affiches et de les coller près de chez lui et tous les endroits qu'il fréquente. Je fais une affiche avec les codes couleurs rouge et blanc parce que je sais que ça attire. Et je marque en haut comme titre « Small Dick Energy ». J'écris son nom, je mets 2 photos de lui, j'écris sa taille, où j'enlève 2 cm à sa taille, je mets son âge, et j'explique en 3 mots la situation. Attention à ce mec, après une dispute, il pourrait vous abandonner à 300 km de chez vous. J'ai mis aussi sur quelle application de rencontre on pouvait le trouver. Et avant de coller ces affiches, parce que je ne suis pas complètement irresponsable, j'ai contacté une avocate. Et je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je risque? Et elle m'explique, tu devrais peut-être flouter son visage. Et du coup, j'imprime plusieurs affiches et je les colle. Et du coup, j'appelle une amie à moi qui décide de m'accompagner. On achète le matériel nécessaire, la colle, le pinceau. Je suis tellement pas habituée à ça que j'avais pas compris que de base, les personnes qui collent ce genre d'affiches le font la nuit. Donc moi, j'étais en plein après-midi, au Courjus, en train de coller des affiches. Parce que c'est là où il traîne, vraiment le bar où il traîne avec ses potes. J'en colle. J'en ai mis une en face de son arrêt de tram. Et je décide, puisque je pense toujours à son message qui m'a guidée, d'en faire une story sur TikTok. Et sur les commentaires TikTok, j'ai beaucoup de personnes qui disent « Mais j'ai vu les affiches, mais c'est toi !» Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'envoient les affiches collées.
sur les réseaux et je vois que ça tourne aussi, que beaucoup de féministes qui avaient fait tourner, que ça tournait un peu partout. Et moi, j'étais satisfaite. Parce que ce genre de choses, elles vont être impunies. Clairement, ce qui m'a fait, aux yeux de la loi, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin du tout. Donc, si la justice, elle va pas en faire une affaire d'État, elle a d'autres choses à faire, on va utiliser la justice populaire. On va ruiner la réputation de la personne qui la mérite. Si ce mec, j'ai pu, ne serait-ce qu'avertir une meuf qui lui parlait que c'était une merde, j'ai fait mon taf. Après ça, je me sens finalement libérée. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je peux mettre derrière moi, qu'il fallait néanmoins que je me venge, parce que je sais que parfois on a tendance à dire ah non, faut pas se venger, faut être plus mature. Pas moi. Petit à petit, ça a fait le bruit et ça a fait assez de bruit pour l'atteindre. Une semaine après, je me réveille avec un message qu'il m'a envoyé la veille où il me dit tu as jusqu'à 8h demain pour retirer toutes les affiches ou bien je porterai plainte pour diffamation. Quand je vois son message, c'est peut-être bizarre mais je suis extrêmement satisfaite. Parce que je sais que si Antoine va jusqu'à me menacer de porter plainte, c'est qu'il a été piqué. Il y pensera pendant très longtemps dans sa vie. Dans cette vengeance, je me suis mis à son niveau. C'est-à-dire que tu as été lâche pour m'abandonner dans un endroit que je ne connaissais pas, tu m'as rendu vulnérable. Pourquoi est-ce que je devrais faire à celle qui est plus mature ? Pourquoi ? Cette relation-là, ça n'a pas été une relation où j'ai vu des red flags, où j'ai vu des choses s'accumuler et qu'au final, j'ai décidé de ne pas regarder. Il n'y avait rien. Après cette expérience, il m'a fallu au moins 4 mois pour recommencer à date. J'avais plus l'envie d'apprendre à connaître des personnes parce que je me disais au final, tu les connaîtras jamais réellement. J'avais besoin de m'éloigner des hommes, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. Et oui, pendant un certain temps, j'ai eu cette haine, cette chose où, encore une fois, cette condition de femme me fait vivre des choses. Et même en étant quelqu'un de responsable, j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, je peux pas faire confiance à nouveau. Non, j'avais encore peur qu'on me trahisse, j'avais encore peur qu'on gagne ma confiance. Je préférais juste ne pas me mettre dans cette situation-là. Alors lui, j'ai jamais recroisé, ce qui est fou parce qu'on vit pas très très loin. Par contre, il y a pas longtemps, il a réactivé son Instagram qu'il avait désactivé quand on se fréquentait et du coup, je le suivais toujours. Donc ça m'a fait un peu un PTSD quand j'ai revu sa thèse. J'étais en mode oh, maintenant j'en ris avec mes amis et ouais, ça ne m'atteint plus. Ça m'atteint plus. Comme on dit en anglais, you live and learn. Tu vis et tu apprends. Donc j'ai appris de cette situation et aussi je me suis rendu compte que c'est pas parce que ça s'est arrivé que forcément je dois fermer les portes à tout. Ça m'a quand même fait devenir beaucoup plus prudente sur mes relations. En tous les cas, si je suis un jour malheureusement, malgré moi, confrontée à une autre situation du genre, ma vengeance, elle sera terrible. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Alicia Gaoua. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés.
Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.